Bonjour. Merci de me recevoir du coup à l'Opéra de Lille, du coup dans ce lieu un peu iconique où tu travailles depuis 5 semaines déjà. Ouais, déjà. Ouais. Je suis content qu'on puisse échanger un petit peu tous les deux sur un peu ce que tu fais au quotidien. Et déjà, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment t'en es arrivée à devenir chanteuse lyrique d'opéra? Quelles sont les étapes entre guillemets qui t'ont amené à ce travail? Alors c'est marrant parce que moi je pensais pas du tout devenir chanteuse lyrique à la Ok. base. Moi j'ai fait une première année de médecine. Ok. J'ai 2 parents médecins. J'étais génétiquement programmée pour au moins essayer. Et c'est vrai que et j'étais convaincue de vouloir faire médecine dans la vie. La première chose que j'ai fait en sortant de médecine, c'est d'aller voir mon professeur de l'époque, Robert Bosquiro, à Épinal, et de lui dire j'ai besoin d'un cours de chant. J'ai besoin d'un cours de chant en fait. Ça fait 8 mois que j'ai pas fait une vocalise, j'en peux plus. Ok. Donnez-moi un cours de chant. Et là il me fait bah tu tombes bien. Tu tombes bien. En fait, on a le spectacle de la classe de chant, le spectacle annuel, hein, comme toute classe de culturelle tous les ans, ils présentent leur travail. Il dit bah c'est dans quelques jours et quelqu'un est tombé malade. Donc Ok. est-ce que tu pourrais faire il y a rien de trop important, t'inquiète, c'est quelques parties par-ci par-là, il y a une phrase solo par-ci, une phrase solo par-là et puis quelques chœurs. Et ce spectacle était un petit peu l'aboutissement de tout un an de travail avec Elena Vassilieva. Ok. Une soprano dramatique spécialisée dans le contemporain. Et donc, c'était que du répertoire 19-20e, vraiment un truc très spécifique. Et c'était assez marrant, elle m'a fait rire, parce que moi, je l'ai rencontrée vraiment genre sur le tas au moment des répétitions pour le spectacle. Et j'avais pas réussi à retenir, je me souviens, on avait fait le chœur des mathématiques dans Ravel, dans Ok, L'Enfant et les ok. sortilèges. C'est un truc où il faut crier des chiffres à un moment. Et je les retenais pas dans l'ordre, parce que j'avais eu que quelques jours pour préparer, et j'avais eu du mal à les retenir dans l'ordre. Elle me fait oh, mais on s'en fiche, crie n'importe quel chiffre, ça marchera. De toute façon, on est 50 à crier, personne ne se souviendra que t'as pas crié le bon chiffre. Et donc, elle était rigolote comme tout. Et en fait, le lendemain ou le surlendemain de ce spectacle, il y a mon prof qui m'a dit moi, je voudrais que tu chantes devant cette dame. Je dis mais j'ai rien de prêt. Arrêtez, qu'est-ce que vous dites? J'ai pas chanté depuis un an et tout. Je dis non, si, tu vas voir. C'est quoi le dernier truc qu'on a travaillé ensemble? C'était un extrait de Jean de Nivelle, un truc inconnu parce qu'il n'y a rien à sauver de cet opéra. C'est un truc complètement anecdotique de Léo Delibes. N'allez pas chercher ce que c'est, ça ne sert à rien. Et donc bref, et donc je chante cet air devant elle. Je dépasse pas la première phrase. Pourquoi? Elle m'arrête. Puis elle commence à me faire travailler sur la première phrase. On a passé 25 minutes sur la première phrase. Ok. Et à la fin des 25 minutes, elle s'arrête comme ça, puis elle me fait « Écoutez, Héloïse, quand on a un instrument comme le vôtre, on se doit de le travailler. » Ça a un peu révolutionné mon univers, je ne vais pas te le cacher. Et donc, et après, donc, on a quand même beaucoup discuté avec cette dame. Bon, il y a eu moult conversations avec mes parents, etc. Mais la décision était quand même, somme toute, assez prise que, bah, ouais, en fait, j'allais peut-être faire chanteuse lyrique dans la vie, parce que de toute évidence, c'était quelque chose qui me correspondait. Moi, j'adorais l'opéra parce que bah, c'est le meilleur des deux mondes. Tu chantes, tu fais de la musique et tu fais du théâtre en même temps. Ouais. C'est un truc de ouf en fait. C'est un peu comme la comédie musicale. C'est juste que c'est pas la même technique vocale. On est sur de la technique dite lyrique, donc on résonne seul, on n'est jamais amplifié ou quasiment jamais amplifié. Oui. On n'a pas de micro, donc il faut faire résonner ta voix assez fort pour passer au-dessus d'un orchestre, etc. Donc c'est pas tout à fait exactement la même technique que de la comédie musicale, mais c'est le même principe. C'est du théâtre chanté. Et ça, c'est extraordinaire, tu vois. Et donc, en fait, je me suis donc lancée dans ça, bien sûr, après moult conversations avec mes parents, parce que, bah, on va pas dire, mais les parents, c'est inquiet. Mais c'est normal, c'est dans la fiche de description du job, hein, t'es inquiet pour tes enfants. Donc, c'est sûr que bah, c'était un métier qu'ils connaissaient pas du tout, un univers qu'ils connaissaient pas du tout. Je veux dire, quand tu fais médecine, t'es plus ou moins condamné à devenir médecin. T'es plus ou moins condamné à avoir un job. Tu vois, si tu passes la première année... C'est un métier qui n'est pas trop à risque, entre guillemets, si tu y arrives. Si tu passes la première année et que tu rentres vraiment en médecine, t'auras un job. Sauf si Ouais. c'est toi qui décides d'arrêter. Est-ce que ce sera la spécialité que tu préfères? Est-ce que ce sera... Ça, c'est d'autres considérations, c'est des examens, c'est des trucs, voilà, c'est des classements. Ça reste des études très difficiles. Mais... normalement, au bout du compte, t'as un taf. Il y a des débouchés, quoi. Et voilà. Et puis, bon, manque de médecins, donc de toute façon, tu auras des pondeurs partout. Enfin, tu pourras aller où tu veux. Ouais. C'est sécuritaire comme filière. Et donc, ouais, le fait que je veuille me lancer là-dedans, forcément, ils étaient un peu inquiets. Et donc,
On a quand même beaucoup discuté de tout ça. C'est pour ça qu'on s'est mis d'accord d'avoir un diplôme, on va dire, de secours, qui est le diplôme de technique de commercialisation, que j'ai fait sérieusement. J'ai eu mon diplôme, j'ai fait une 3e année à l'étranger, voilà, en Italie. Et après, je suis rentrée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, CNSMDL pour son petit nom abrégé. Et donc, voilà. Puis après, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de passion. C'est ce que j'allais te demander. C'est quoi les défis quand on veut se lancer dans le chant lyrique d'opéra, et même quand on est déjà dedans, et comment en fait on parvient à les surmonter? En fait, il y en a plusieurs. Il y a le cadre familial, comme tu as pu dire. Ouais. Il y a le cadre peut-être aussi un peu professionnel, quand on n'est peut-être pas dedans, qu'on connaît personne. En fait, quels sont les défis, comment on les surmonte? La conviction. La passion. Non, mais c'est vrai, et c'est marrant parce que tu vois, j'ai fait une petite rencontre avec des jeunes avant la première. Ouais. Donc moi, pareil, j'avais dit, je verrai comment je me sens, c'est quand même la première, c'est un peu stressant et tout. Et en fait, ça va, je me sentais bien. La première, pour expliquer? La première, c'est la première représentation d'un opéra après un mois de boulot. Là, en plus, c'est une création, donc c'est pas comme si on roulait, ça va. Okay. On a créé un truc, et c'est la première fois qu'on le présente à tout le public. Vraiment, version finie, on s'arrête pas, avec les morts et les blessés, okay. faut que ça roule, quoi. Le but, c'est de pas avoir de morts et de blessés, mais c'est du spectacle. C'est du spectacle vivant, il peut se passer des choses. Oui. Et donc, tu te dis, voilà, t'arrives quand même, c'est la première fois que tu présentes le résultat de ton travail au public. Il y a généralement beaucoup de critiques dans la salle. Ouais. Il y a généralement beaucoup de partenaires de l'opéra dans la salle, des gens qui financent tout ça. Et donc, tu veux faire du bon boulot. Donc, il y a beaucoup de pression sur cette première. Sur une première, en plus. Voilà, c'est la première. C'est beaucoup de pression de première. Même si maintenant, on a la pression un petit peu à toutes les représentations, parce que maintenant, il y a des critiques qui viennent à quasiment toutes les représentations. Avant, c'était vraiment, il y avait la sacralisation de la première, où tout le monde venait à la première, et c'était ça qui faisait jouer ou mourir un opéra. C'est genre, est-ce que ça se passe bien et tout. Maintenant, c'est plus totalement le cas. Il y a des critiques qui viennent à toutes les représentations, donc il faut être parfait tout le temps. Il y a beaucoup de pression sur toutes les représentations. Donc la première s'appelle la première, et la deuxième, troisième, quatrième. Voilà, c'est ça. On compte. On est assez basique. Hein. Okay. La première, la deuxième, la troisième. Ok. Non, il n'y a pas de souci. On se prend pas trop la tête, on leur donne pas des petits noms. Ça, c'est Éléonore. Éléonore, elle est un peu dure à passer. Non, on compte tout simplement. C'est vraiment la première représentation en public. Et donc, en fait, cette rencontre devait avoir lieu avant la première. Et donc, j'étais un peu là, je veux vraiment le faire, mais si je suis un peu fatiguée ce jour-là, si je suis un peu stressée, tu vois, tu as besoin d'être dans ta bulle et tout. Finalement, ça va. Je suis arrivée, j'étais en forme, j'étais en bien, j'étais motivée et tout. Et ils m'ont posé un peu cette question-là de quel est le parcours, en fait, comment tu deviens artiste lyrique. Et la vraie raison, c'est qu'il n'y a pas de vrai parcours. Je connais des gens qui ont fait tous les conservatoires du monde et qui ne sont jamais arrivés à rien. Je connais des gens qui sont jamais passés par le conservatoire et qui ont eu des carrières extraordinaires. Et il y a tout entre les deux. Une des choses qui est vraie, c'est que le facteur chance existe. Et ça, on le sait dans les arts, dans la culture en général. Le facteur chance est un vrai truc. C'est un truc quantifiable, mais pas reproductible. Et ça, c'est dur. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Bien sûr que tu peux forcer un peu la chance. Bien sûr que tu peux, en te donnant des opportunités, en cherchant les opportunités. En essayant de les provoquer. Oui, en essayant de les provoquer. Mais le fait est que certaines personnes, tu ne sauras pas pourquoi, ont été pile au bon endroit, au bon moment, ont rencontré la bonne personne, et paf, il y a un truc qui s'est passé. Tu vois. Ouais. On n'est pas sur de la méritocratie, entre guillemets. On est aussi sur de la méritocratie. Parce que si tu ne fais pas bien ton métier... Oui, t'as beau avoir le bon contact, mais si tu te plantes, tu le perds. Voilà. Donc, ok. De toute façon, donc c'est un alliage des deux. Il y a quand même la méritocratie dans ce sens que tous les gens que tu vois monter sur scène, c'est des gens qui bossent comme des malades. Alors, tu as aussi un ou deux aliens, hein, comme dans n'importe quel métier. Les mecs, ils sont nés, ils ont ouvert la bouche et c'était là. Bon, c'est énervant. C'est énervant, mais c'est comme ça. On en a 2-3 dans tous les métiers, dans tous les corps de métier. Il y en a toujours un, c'est un alien. Voilà. Et puis, tu as ces gens qui savent tout faire, ils touchent un violoncelle, ils font « Ah ouais, c'est sympa ». Et puis, d'un coup, ils savent jouer du violoncelle. Bon, ok, d'accord, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Ça s'explique pas, ça. Ça s'explique pas. Mais dans l'ensemble, tu as quand même beaucoup de gens qui travaillent très, très, très dur et qui, de toute façon, voilà, c'est des gens qui ont passé des étapes de sélection. Il y a eu, pour certains, les conservatoires. Pour d'autres, ça va être les concours. De toute façon, on passe des auditions. Ouais. On passe des auditions. Donc et l'audition, c'est le pire exercice au monde. Enfin, le pire exercice au monde, c'est les auditions ouvertes, ce qu'on appelle les auditions ouvertes. Ok, c'est quoi exactement ? Et en fait, c'est une audition, mais tu sais pas ce qu'ils cherchent. Tu viens pas pour un rôle donné. Ils veulent entendre des gens. Tu vas complètement aveugle. Choisir, Et donc tu choisis un répertoire, mais tu sais pas si c'est quelque chose qui va leur parler, tu sais pas si c'est quelque chose qu'ils vont chercher. Tu vois, t'arrives et tu dis voilà. Pourquoi ils te mettent dans ces conditions ? Ça fait partie
de leur façon à eux aussi de découvrir des artistes. Voir si tu es aussi capable de t'adapter ou d'anticiper ou d'improviser. Moi, je suis pas dans le sein des saints. Je sais pas en fait pourquoi ces auditions sont organisées, parce qu'elles sont très dures pour nous. Alors que quand tu viens auditionner pour un rôle, bah, tu prépares un air du rôle et puis d'autres airs qui montrent d'autres choses de ta voix pour voilà. Mais quand tu arrives comme ça, tu es à froid et tu sais pas en fait. Tu sais pas. Et des fois, c'est juste parce qu'ils ont besoin d'entendre des voix pour se donner des idées, parce qu'ils ont besoin de caster tel rôle, tel rôle. Des fois, c'est simplement parce que plusieurs agences, parce qu'on est représenté par des agents, plusieurs agences voudraient que leurs artistes soient entendus. Et donc, on fait des auditions ouvertes parce que c'est l'occasion, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont tomber amoureux de cette voix. Provoquer la chance. Provoquer la chance, voilà. Sauf que pour nous, c'est un exercice horrible, parce que t'arrives, t'es à froid, tu sais pas, tu te dis voilà, je présente ce répertoire-là, ça se trouve c'est leur répertoire AI, t'es là, tu fais, ça se trouve t'arrives. Moi j'ai vu, je l'ai vu dans des concours, dans des jurys de concours, et j'ai eu des histoires d'amis qui ont passé des auditions comme ça, où t'arrives et t'annonces un air, et puis t'as tout le jury du concours qui fait. Et quand t'es en concours, des fois tu l'entends pas, mais genre j'ai un pote en audition. Il a dit, voilà, j'ai tel air de Verdi. T'as le directeur qui a fait, vous avez rien d'autre. Ça met un petit froid. Et pourquoi Parce que c'est vachement dur de dire ça, la personne vient d'arriver pour passer une audition, même si t'aimes pas, tu courtoies, Est-ce que c'est pas une technique de déstabilisation ? À la limite, je préfère qu'ils le disent, parce que si tu chantes ton air de Verdi puis qu'il déteste Verdi, il va peut-être moins t'écouter. Donc quelque part, il y a aussi une forme de courtoisie dans le fait d'être honnête et de dire, moi Verdi aujourd'hui... de pas être forcément tout lisse. Voilà. Mais là, comme on disait, là vous choisissez entre guillemets l'opéra que vous voulez représenter pour les auditions. Est-ce que toi, tu as un opéra en particulier ou une prestation qui t'a marqué, et si oui, laquelle ? Et pourquoi, concrètement ? J'en ai plein. Parce que tout me marque, tout me construit de toute façon. Les bonnes expériences comme les mauvaises. Il y a aussi des histoires un peu dures à l'opéra, parce que des fois la sauce prend pas, parce que des fois les gens vont pas bien, parce qu'on reste humain, on est dans de l'humain. Et on est dans de l'humain très 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 émotionnel, très très émotif, parce qu'on est des artistes. Donc ça reste, donc forcément quand ça va pas, tu vois. Il y a vraiment, et puis ça se voit, puis c'est dur à passer au-dessus. Et puis il y a plein de situations, on le sait, la culture est actuellement en grande difficulté, les budgets descendent, et donc quand tu arrives sur une prod où tu sais qu'en fait il va y avoir des appels à la grève. C'est pour l'ambiance, c'est compliqué. Et pour l'ambiance, c'est dur, et t'en veux à personne, parce que tu comprends, en fait, toi aussi t'es dedans. En fait, tu t'es là, tu dis c'est dur pour tout le monde, et je comprends que vous ayez envie de faire grève, je comprends que vous soyez en train de défendre votre lopin de terre, parce que on en est tous là en fait. Et même si c'est dur, parce que la première tu la joues pas, parce que ce soir-là il y a préavis de grève. Et donc, tu joues pas. Et du coup, tu as quand même un opéra en particulier qui te... au niveau des opéras... qui te stimule. Il y en a plein. Moi, j'adore, par exemple, tu vois, Werther. Werther, c'est une expérience extraordinaire pour moi. J'ai eu la chance de faire ma première Charlotte, là, il y a quelques saisons de ça. Et Charlotte, c'est un rôle que j'aime d'amour. Massenet, c'est un compositeur que j'aime d'amour, même si j'aime tous mes compositeurs d'amour. Et c'est vrai qu'en fait, si tu veux... c'est un rôle assez iconique pour une mezzo, parce que c'est un rôle assez difficile, vocalement, physiquement, faut tenir. C'est un rôle qui ne fait que monter, en fait. C'est au début, tu commences, t'es tout doux, t'es encore dans le cadre qu'on t'a un peu imposé toute ta vie, tu es la maman de remplacement, tu t'occupes de tout le monde, etc. Et puis il y a l'élément perturbateur qui arrive, il y a Werther qui arrive, et qui commence à te traiter comme une femme. T'as jamais été traité comme une femme, t'as été traité comme une maman. Werther a tous les défauts du monde, il faut le jeter par la fenêtre, lui et Eugène Onegin, l'un avec l'autre, voilà. Mais c'est un fou furieux, Werther, son but dans la vie c'est de se suicider de façon romantique, donc comment te dire que le mec a des problèmes. Mais dans la vie de cette fille, ça va être l'élément perturbateur. Et le poids mis sur les épaules de cette femme, qui avait rien demandé à personne, à la fin de cet opéra, est un poids vrai, et c'est tellement beau, parce que c'est un truc qui existe encore à notre époque, et c'est un truc vrai d'émotion. Et la musique est extraordinaire, et donc l'émotion de Charlotte ne fait qu'amplifier jusqu'à la fin, ça pète, elle devient presque folle de toute cette pression, etc. Toi, tu interprètes ce rôle. Et moi, j'ai déjà interprété ce rôle, et c'est un rôle extraordinaire. Et comment on arrive à travailler sa voix, comment on conserve sa voix, comment on la travaille, et comment on fait pour, entre guillemets, avoir la voix que tu as aujourd'hui. Je suppose que quand tu as commencé, tu n'en étais pas à ce niveau. Et comment on travaille une voix et comment on la conserve ? La conservation, je vais te le dire, c'est la technique. C'est avoir une technique, ce qu'on appelle scène, c'est-à-dire que quand tu chantes, tu te fais pas mal. D'accord, comment on fait ça ? C'est la base. Alors ça, c'est beaucoup de travail. Moi, je passe beaucoup par la compréhension de la mécanique physique. Je sais qu'il y a des gens
à qui ça parle pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une prof de chant qui était infirmière dans son premier métier. Ce qui fait que le corps, c'est son dada. C'est entretenir ton corps, respecter ton corps et faire en sorte que ton corps fonctionne correctement pour pouvoir chanter, parce que ton corps est ton instrument. L'intégralité de ton corps te sert à chanter. Et j'ai besoin de me sentir ancrée dans le sol, que ce soit par les pieds parce que je suis debout, ou par le reste du corps si je suis assise, couchée, etc. Il faut avoir ce contact avec le sol pour se sentir ancré. Et il faut connaître ton corps, il faut savoir ce que fait ton périnée, parce que le soutien pour nous du chant, en tout cas, il y a pas mal d'écoles, il y a pas mal de choses. Moi, je participe à cette école qui est que le soutien du souffle, c'est par le périnée. Donc, il y a un gros travail extrêmement fin de soutien du souffle par le périnée. Le diaphragme, chez moi, ne fait que subir ce que le périnée demande. Donc le diaphragme va permettre de continuer d'ouvrir les côtes, puisque le diaphragme qui se trouve là sous les poumons. Mais le périnée, qui est donc le plancher pelvien, qui est donc entre tes jambes, c'est lui qui va donner l'impulse. Donc c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup de conscience de son corps. Ça s'apprend. Ça s'apprend. On fait un truc qui est antiphysiologique quand on chante, par exemple, qui est qu'on continue d'ouvrir la cage thoracique quand on expire. Prends une respiration, vois comment ça se passe. Non, mais je ne vais pas y arriver, Non, parce qu'en fait, c'est antiphysiologique. Comment est-ce que la respiration se passe ? Tes poumons, ils disent « je veux que l'air rentre », donc ils se gonflent et ils attirent l'air à l'intérieur. Et ensuite, ils disent « maintenant, il faut que l'air y sorte ». Donc, la cage thoracique pousse dessus et ça sort. Sauf que nous, on expire l'air tout en continuant d'ouvrir la cage thoracique. Et pourquoi ? Pour que ça résonne ? Pour le contrôle de l'air. Pour contrôler la pression de l'air qui sort et la quantité d'air qui sort pour pouvoir tenir les phrases très longues, pour pouvoir faire des sons qui sont plus amplifiés, pour pouvoir utiliser nos résonateurs à bon escient. Tout ça passe par le souffle et tout ça passe par toute cette technique-là. Et ça, c'est un fragment de la technique. Je peux te parler de la position de la langue, je peux te parler de la position de la mâchoire, je peux te parler de tellement de choses, en fait. Et tout ça, ça s'apprend avec le temps. Avec, si possible, des professeurs avec qui, il y a une école, il y a des autodidacte, c'est compliqué. Autodidacte, tu peux, mais ça demande de beaucoup bosser parce que tu as besoin aussi d'une oreille extérieure. Tu peux aussi bosser qu'à l'enregistrement. Tu peux t'enregistrer, dire voilà, ce son-là, il sonne pas bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai senti. Alors que si tu as une oreille extérieure qui te le donne en direct, qui dit non, tu pars pas dans la bonne direction. Ça, c'est vachement précieux. C'est vachement précieux. Les bons professeurs, c'est vachement précieux. Et moi, j'ai la chance de m'être très bien entendu tout de suite avec mon professeur de chant, ma professeure de chant, Isabelle Germain, et mon chef de chant de l'époque au conservatoire, Fabrice Boulanger. Et ça, c'est des gens qui ont été... Je ne serais pas la moitié de l'artiste que je suis aujourd'hui, je ne serais pas la moitié de la personne que je suis, parce que c'est lié, parce qu'il y a tellement de blocages techniques qui sont en fait des blocages psychologiques, qui viennent de trucs émotionnels et tout. C'est comme une relation de couple, une relation prof-élève. Moi, je l'ai souvent dit, il faut qu'il y ait une vraie confiance, il faut qu'il y ait une vraie relation, il faut qu'il y ait une vraie communication pour que, quand ils te disent, en fait, là, on sent qu'il y a un truc qui bloque, qu'est-ce qui bloque ? Et tu vas parler de ta famille, et tu vas parler de tes problèmes de cœur, tes problèmes de machin, et tu vas parler de ta vie, etc. Et tu vas identifier le problème, et là, il va y avoir comme un déclic. Il faut que tu aies mieux, hop. Et il y a des problèmes physiques aussi. Moi, j'ai découvert, je savais que j'étais déjà souple, parce que j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la danse orientale, j'ai fait plein de choses dans ma vie, du patinage artistique, de l'athlétisme, etc. Donc je savais que j'étais souple, mais j'ai découvert qu'en fait j'étais hyperlaxe et donc hyper tendue. Parce que pour résister à l'hyperlaxité, mon corps était comme ça tout le temps. Et donc en fait, je pouvais donner tous les ordres que je voulais à mon corps, il était tellement tendu qu'il ne pouvait pas y répondre. En fait. Donc quand j'ai commencé à être suivie par une kiné et que moi j'ai appris à faire des étirements, à faire l'auto-entretien de mon corps, là, j'ai pu commencer à vraiment mettre en place une technique saine. Et là, du coup, on parle d'hygiène de vie. Est-ce que quand on est chanteuse lyrique d'opéra, est-ce qu'on boit de l'alcool ? Est-ce qu'on fume ? On n'est pas des nonnes. Alors, fumer, moi, je suis contre. Après, on a de tout dans le métier. Est-ce que c'est rédhibitoire ? Qui fume, pour moi, ça abîme la voix pour moi, tu vois. Donc... Mais il y a plein de chanteurs qui fument. Donc, il y a des gens mais tout comme il y a plein de médecins qui fument, pourtant c'est les premiers à savoir que c'est mauvais pour la santé. Mais là, tu vois, ça aurait pu, pour moi, dans ma tête, c'est la voix et la bouche, la gorge qui, si tu fumes, c'est vraiment... On est bien d'accord. Moi, je ne toucherai jamais une cigarette. Et je ne bois pas quand j'ai des échéances. Je boirai que si j'ai au moins une journée sans avoir besoin de chanter, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'important. C'est pas des excès... ça m'arrive de boire avec des copains aussi, et puis j'ai jamais trop roulé sous la table, c'est pas mon délire, mais faut faire du sport, je suppose. Je fais beaucoup de sport. En fait, est-ce qu'il faut avoir une hygiène de vie quasiment irréprochable pour pouvoir tenir les... On est des athlètes. Voilà, c'est ça ma question. On est des athlètes, et c'est vrai qu'encore plus aujourd'hui par rapport à ce qu'on nous demande de faire sur scène,
Et par rapport à ce qu'on nous demande de produire vocalement, on est encore plus des athlètes aujourd'hui. Si tu veux être un athlète de haut niveau, il y a des trucs qui vont de pair avec ça. Bien sûr qu'on aura toujours, encore une fois, quelques aliens qui fument comme des pompiers et qui boivent comme des poissons et qui continuent à avoir des carrières de ouf. Par rapport à l'hygiène de vie, il faut sans doute faire du sport, vu qu'on voit qu'on vous courez quand même beaucoup sur scène, etc. Est-ce que c'est obligatoire ou il y a quand même des rôles où on est plutôt statique dans l'opéra? Il y a de tout. On a de tout dans les mises en scène. Il y a vraiment vraiment un éventail de tout ce que tu peux faire sur scène. Si tu es sur du Laurent Pelli, effectivement, tu vas probablement mouiller la chemise parce qu'il aime les trucs hyper dynamiques, les trucs qui bougent. Faut s'amuser, faut que tout le monde s'amuse et que ça bouge et que ça grouille et que ça... Voilà. Et puis, il y a des choses qui sont beaucoup plus graphiques. On va dire des mises en scène qui sont très graphiques, où tu vas beaucoup moins jouer, beaucoup moins courir, parce que tu vas toujours jouer, il y a toujours un personnage, mais tu vas beaucoup moins jouer dans le sens courir partout, et donc tu vas moins t'agiter sur scène, mais de toute façon, ton corps a besoin de pouvoir répondre aux ordres que tu lui donnes pour la technique vocale. Donc, de toute façon, tu auras de façon non négociable une chauffe physique avec des étirements avant même de commencer à chauffer vocalement. Donc là on parle avant de monter sur scène. C'est quoi le processus pour être prêt? Est-ce que vous faites des longueurs? Est-ce que vous faites des pompes? Parce que je sais qu'avant des tournages, par exemple, de cinéma, certains font quelques pompes pour entre guillemets, un peu plus gonfler. Non, mais tu rigoles, mais il y en a qui le font, qui courent sur les tapis avec des masques, comme ça, dans la vraie vie, c'est plus simple de courir. Mais bien sûr. Est-ce que il y a une méthodologie avant de monter sur scène? La voix, par exemple? Bien sûr, il faut chauffer la voix, mais il faut chauffer tout l'instrument, c'est ce que je disais. Et quand tu sais que tu vas être sur un plateau où tu vas beaucoup courir, tu essayes de faire en sorte d'avoir le corps chaud, parce que si jamais ton corps n'est pas prêt à courir, c'est là que tu risques de te faire mal. Et donc, si tu veux, ça, chacun sa méthode. Moi, je sais que j'adore faire une séance de sport, pas forcément intense. C'est pas là que je vais atteindre mon PR, tu vois. C'est vraiment le truc, je vais pas soulever 140 kilos, c'est pas le but de la séance. Mais je vais faire quand même une séance assez sérieuse à la salle, soit du cardio, soit une séance de muscu, etc., qui va faire que mon corps il est chaud. Et derrière, je vais faire des échauffements de respiration spécifiques au chant, mais ça, c'est quand j'arrive à l'opéra. J'ai mes petits rituels. Je commence à faire des exercices de souffle, je commence à faire quelques vocalises, je mange, je vais au maquillage, ensuite je reviens du maquillage, je recommence à chanter, je mets le costume et je fais ma dernière chauffe, on va dire, dans le costume, parce que là, en plus, c'est un costume avec un faux corps, je suis très engoncée, je suis pas du tout à l'aise, etc. Je me bats un peu contre le costume pour faire mon travail, donc j'ai besoin de faire une dernière phase de chauffe vocale dedans pour sentir comment je chante dedans, comment je bouge dedans. Pour ne faire qu'un. Ça, c'est un peu important. Et après, hop, je monte sur scène. Donc tout ça est un rétro-planning. Nous faisons un rétro-planning. Donc le moment où tu es convoqué au maquillage, ça, c'est un truc, eux aussi, ils ont un rétro-planning. Il faut qu'elle rentre sur scène à tel moment, donc il faut qu'on la convoque à telle heure pour avoir fini à telle heure. Et ça. Donc et ça, tu peux aussi négocier. Par exemple, la première fois qu'ils m'ont appelé pour le make-up, c'était un peu tard. Et en plus, c'était un premier essai. J'ai un faux crâne, ça prend du temps à poser, surtout la première fois. J'ai eu le temps de me jeter dans le costume et de me jeter sur le plateau. En gros, j'ai commencé à mettre le costume au moment où il m'appelait sur le plateau. Et donc du coup, 5 minutes avant donc mon là, entrée. pas de chauffe, quoi. Et donc, j'avais pas ma dernière chauffe, j'avais pas eu le temps de faire pipi. C'est bête à dire. Mais 2h30 d'opéra, si je me trompe pas. Là, en l'occurrence, j'étais sur scène pour 40 minutes. Mais voire un peu plus, parce qu'en fait, enlever le faux corps à l'entracte, enlever tout le costume à l'entracte pour faire pipi est très compliqué, ça prend du temps, donc en fait je passerai mon entracte à me déshabiller, aller faire pipi et me rhabiller. Donc en fait, vaut mieux pas avoir envie de faire pipi. Donc en gros, tu as besoin de pouvoir tenir 1 heure et demie dans ce costume-là. J'ai la chance de ne pas faire partie du premier acte, sinon forcément je passerai mon entracte à faire pipi parce que j'aurais déjà passé 1 heure et demie avant, donc voilà. Et donc voilà, parce qu'on boit beaucoup, on boit énormément. Oui, parce que tu sues beaucoup. On transpire, et puis même pour le chant, on boit beaucoup, on hydrate beaucoup. Donc au bout d'un moment, il faudra forcément faire pipi. Mais donc là, tu vois, t'es arrivé et j'ai eu à peine le temps de me jeter et j'étais pas dedans. Et le metteur en scène m'a dit, ouais, quand t'es arrivé sur scène, j'ai pas vu le personnage, je t'ai vu toi en fait. Et je lui ai expliqué ce qui s'était passé, il fait, ok, j'ai compris pourquoi maintenant. Là, c'est bien parce qu'on parle beaucoup des backstage un petit peu. Est-ce que tu as une anecdote un peu croustillante sur l'une des prestations que tu as pu faire? Est-ce que tu en as une vraiment qui t'a marqué? Ça peut être une rencontre, même un cafouillage, un truc ou quelque chose qui s'est passé en loge? Les cafouillages, c'est les trucs les plus drôles. Enfin, sur le coup, c'est pas drôle. Mais après ça fait les histoires les plus drôles. J'ai eu un vol comme ça. J'ai 2 histoires de vol et les 2, c'est... Donc, je tairai les noms. Je vais juste vous raconter ce qui s'est passé. Le premier vol que j'ai fait de ma vie. Donc un vol, c'est on te met dans un harnais, on t'accroche et on te fait voler.
Voilà, on te fait monter. La première fois que j'ai fait un vol, ils m'ont posé le harnais, ils ont fait ça, c'est le harnais, et ils sont partis. Et ils t'ont pas installé? Ils m'ont pas expliqué comment on mettait le harnais. Donc là, j'ai dû mettre le harnais toute seule. Et en fait, le truc, c'est que j'avais 2 boucles qui étaient là au niveau de l'aine, donc au niveau entre la cuisse et le bassin. Et donc, j'avais qu'une peur, c'est que je serre trop les jambes et que ça appuie sur le truc et que je passe au travers, en fait. Ils ont regardé, ils ont fait ouais, c'est bien, c'est mis. Allez, viens, on va t'accrocher, on te fait monter. Et donc là, ils me montent, et en fait, au lieu de me faire monter petit à petit, tranche par tranche, sans transition, ils m'ont fait monter directement à 9 mètres. Direct, 9 mètres. J'étais au niveau des projecteurs. Et là, ils commencent à me bouger, à me translater, donc à me bouger de droite à gauche. Et ils commencent à me bouger assez fort. Et d'un coup, je commence à pousser sur un projecteur parce qu'ils m'ont fait bouger trop d'un côté. Et j'ai eu beaucoup de chance que le projecteur soit éteint, sinon je me serais brûlé les mains, tu vois. Et là, d'un coup, j'entends venir d'en bas quelqu'un qui gueule « Mais putain, on va où ?» Et donc moi, j'ai pété un câble, j'ai fait « On va nulle part, je pousse les projets !» Et là, le metteur en scène, il a fait « Vous me la descendez tout de suite !» Et parce qu'il te tient, En fait, il me translate donc à force d'homme, donc c'est des câbles que tu tires, et donc ça te translate, ça te fait bouger de droite à gauche. Mais j'étais à 9 mètres, donc j'étais déjà au niveau des projecteurs. Ça, c'était mon premier vol, donc t'imagines, ça te met pas trop en confiance pour les vols suivants. Le facteur humain. Et donc, le second vol que j'ai fait, pour le coup, ça s'est super bien passé. Et là, je peux les citer parce que c'est des gens extraordinaires. C'est le vol d'Icar, qui sont des spécialistes du vol. Okay. Ils ont des machines et des matériels de malades et tout. Okay. Mais en revanche, il y a un truc qui s'est mal passé. Et en plus, c'est le soir où on a tourné le DVD. Ça, c'est croustillant, ça. Parce qu'ici, il y a bien un truc auquel il faut faire attention quand tu fais un vol, c'est faire attention à ce que les câbles ne s'entortillent pas. Ouais. Sinon, quand on te soulève, tu te mets à tourner sur toi-même. Donc, pendant le CD? C'est extraordinaire, parce que j'ai une robe à paillettes argentées. Ok, donc on te voit. Je fais des boules à facettes. Et après, quand je me suis mise à tourner sur moi-même, j'étais là, putain. Et donc là, il me monte. Et donc, en commençant à monter, je commence à sentir que je pars vers la droite, comme ça, je fais. Et donc là, dès que je décolle les pieds du sol, je commence à sentir que je pars comme ça en arrière. Je fais. Oh. Et donc là, discretos, je regarde et je vois que les câbles, ils sont complètement entortillés. Je fais. Oh. Et donc là, je me mets à tourner sur moi-même. Et donc. Tu peux pas te battre, donc tu te tournes comme ça. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est tu te tournes au maximum comme ça. Et après, tu essayes de faire une espèce de tour très vite pour te retrouver de l'autre côté comme ça. Et tu pousses sur les câbles jusqu'au bout. Tu sais, tu pousses sur les câbles pour tourner plus vite. Puis après, tu te pousses sur le câble pour tourner moins vite. Alors, remarque, c'est joli. Le metteur en scène, il était comme ça dans la salle. Il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit à la fin, c'était quand même osé comme prise de parti de faire tourner la chanteuse comme ça pendant le vol, ça doit pas être facile. Donc en gros, j'avais tellement bien géré la situation qu'on avait cru que c'était fait pour. Après, ça fait une histoire drôle à raconter, mais ça m'a pris tout l'opéra pour redescendre de cette colère-là et leur dire, ne faites jamais ça. Mais gentiment, tu vois, de leur dire, vous vous rendez pas compte, si jamais j'avais fait une crise d'angoisse et que j'avais pas pu chanter parce que je me suis mise à tourner sur moi-même et que ça me faisait angoisser, et que je faisais une crise de panique en fait, et que je pouvais plus rien faire et que j'étais tétanisée et que je me mettais à hurler dans le harnais parce que je me sens prisonnière et que je peux plus. Et t'imagines, ne quittez jamais l'artiste des yeux. Surtout quand il est en vol. Surtout, mais n'importe quelle manœuvre technique. Oui, voilà, en fait c'est ça. N'importe quelle manœuvre technique. Faut jamais quitter les artistes des yeux. Parce que nous, vous êtes notre lifeline, en fait. Ouais. Et si on a l'impression que vous n'êtes plus là, parce que imagine, j'ai fait descendre, et pour l'instant, je gérais bien. Mais si au bout du 2e descente, je voyais que vous ne le faisiez pas et que je commençais à paniquer et que là, j'avais une vraie crise de panique, vous vous rendez compte ? Oui. C'est terrible parce que je suis obligée. En fait, t'es obligé d'arrêter l'opéra parce que si l'artiste se met à pleurer et à avoir à hyperventiler dans le harnais sur scène, qu'est-ce que tu fais ? T'arrêtes la représentation. C'est un scandale oui, ça fait un scandale. Et puis tu vois, c'est super dangereux. Donc ils ont eu du bol, ils sont tombés sur moi. Je suis plutôt une warrior et il y a peu de choses qui m'arrêtent sur scène et là, tu vois, après ces 2 anecdotes que tu viens de me raconter, quelqu'un qui veut devenir chanteur ou chanteuse lyrique d'opéra, comment il doit s'y prendre là pour commencer à l'heure d'aujourd'hui ? Quelles sont, entre guillemets, les étapes, même si on a dit qu'il n'y avait pas forcément de parcours, mais quelles sont quand même les quelque chose ? Est-ce qu'il faut avoir déjà une voix un peu prédestinée ou si on a une voix qui est dite pas bonne, on peut quand même la travailler ? Et comment on peut se préparer à ce genre de choses ? Parce que si on a le vertige, est-ce que tu vois, on peut avoir cette carrière-là ? Est-ce que oui, tu vois... mais bien sûr, si on a le vertige, après, t'en discutes avec les metteurs en scène. Et après, c'est sûr que ça va poser problème pour un certain nombre de choses, mais c'est difficile parce qu'encore une fois, on vit dans un monde aujourd'hui où tout se passe de façon tellement différente. Encore une fois, on en revient à la conviction.
C'est si tu crois vraiment en ce que tu veux faire, ça dépend aussi quelles sont tes ambitions. Si tu te mets au chant lyrique à 40 ans parce que finalement tu as eu l'illumination, etc., la probabilité que tu fasses une immense carrière, ça c'est déjà arrivé, ça s'est vu, mais c'est un peu comme l'American Dream. Pour une personne qui réussit, t'en as combien qui réussissent pas. Donc c'est beau de croire en ses rêves, c'est beau de se lancer, mais ça va demander beaucoup de conviction, ça va demander beaucoup de travail. On est actuellement beaucoup sur le marché. Il y a de plus en plus d'artistes lyriques avec beaucoup de talent. Comme dans le monde, on le voit, tu arrives sur Instagram et tu vois les gens qui dessinent incroyablement bien. Tu vois, il y a énormément de gens extrêmement talentueux dans le monde. Et comment faire la différence ? Je pense que la pugnacité en fait en tout cas partie. Et encore une fois, ce facteur chance que malheureusement vous ne pouvez pas maîtriser, sauf tu peux essayer de le provoquer, mais tu ne pourras jamais complètement le maîtriser. Mais la pugnacité, rien ne remplacera jamais ça. Ok, et là tu parlais que justement l'opéra avait beaucoup changé, et toi justement, quel est ton point de vue vis-à-vis de l'opéra dans sa globalité, vis-à-vis de la culture contemporaine ? Comment tu vois son évolution sur le long terme ? L'évolution, c'est dur à dire. Mais en tout cas, ce que je peux dire pour l'opéra, parce que c'est quelque chose qu'on me demande aussi assez régulièrement, l'opéra pour moi reste quelque chose de très actuel. On en parlait tout à l'heure avec Werther, c'est des thèmes qui restent très actuels. Après, tu as aussi des thèmes qui sont moins actuels parce que ça reste des mythes grecs et des choses comme ça, la mythologie, tout ça, mais que tu peux remettre au goût du jour parce que ça restait des histoires avec une morale, etc. Les fables de La Fontaine restent aussi vraies aujourd'hui qu'à l'époque où La Fontaine les a écrites. Les morales restent reste tout à fait applicable aujourd'hui. Et c'est pareil à l'opéra. Après, c'est sûr, il y a un truc de musique, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même musique que celle qu'on a l'habitude d'écouter. L'émission lyrique reste une émission très très particulière, vocale, j'entends. Donc bon, il y a des gens, ça plaît pas. Moi, j'aime beaucoup la comédie musicale, mais il y a quand même un certain nombre d'émissions vocales en comédie musicale quand elles deviennent super nasillardes, qui me gênent un peu plus, tu vois. Ça me sort un peu du truc et tout, mais c'est pas rédhibitoire pour moi. Je sais qu'il y a des gens pour qui la façon dont on chante là, c'est pas possible. Et puis il y a plein de gens qui pensent que c'est pas possible et qui en fait la première fois qu'ils l'entendent en live, ils adorent. Ils tombent amoureux. Oui. Parce qu'il y a un peu cette idée reçue. Il y a plein d'idées reçues sur l'opéra. Et c'est pour ça que c'est hyper important de dire aux gens non, c'est hyper actuel l'opéra. Vous pouvez aller voir une pièce d'opéra, puis il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des trucs où tu peux rire, il y a des trucs où tu peux pleurer, et puis il y a tout l'éventail entre les deux. C'est hyper intéressant. Il y a plein d'esthétiques, comme on le disait. Il y a les trucs où on court partout, il y a les trucs plus graphiques, et il y a tout le panel entre les deux. Il y a vraiment un choix, une offre extraordinaire, un peu comme au cinéma, un peu comme au restaurant, un peu comme tout en fait. Il y a vraiment une offre énorme. Et c'est pas parce qu'on a mangé une fois dans un restaurant et que c'était pas bon qu'on n'ira plus jamais au restaurant. Celui-là, peut-être pas, mais d'autres restaurants. Puis on a la possibilité de regarder des teasers sur Internet. Et puis maintenant, on peut regarder des teasers, on peut écouter des extraits, se dire est-ce que cette musique me parle, est-ce que ça me parle moins, et voilà. Et c'est vachement bien ça qu'on puisse le faire aujourd'hui. Moi, il y a un truc parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, comment est-ce qu'on peut encore donner des pièces comme ça qui parlent, notamment il y avait eu toute cette polémique autour de Carmen, où on tue une femme, etc. C'est toujours une question de point de vue et c'est toujours une question de discours. En fonction de comment tu tournes ton discours, tu peux dire une chose ou son contraire. Et c'est les mêmes mots. Carmen, on continue de le donner, pas parce qu'on glorifie l'acte de Don José à la fin, mais parce qu'on le condamne. Et c'est important de continuer à condamner ce genre de choses. Tu montres que ça existe parce que c'est vrai. Tu montres que ça existe, c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe ? Mais il faut continuer à le dénoncer, il faut continuer à le condamner. Donc si tu cancelles Carmen parce que tu dis ouais, il tue une femme à la fin, en fait, tu viens de desservir la cause. Oui, parce que la conséquence à la fin de ça, c'est il va répondre de ses actes. Et donc, si tu veux, et tout l'opéra mène vers cette conclusion-là. Et donc ça, par exemple, j'ai la cancel culture, des fois, j'ai du mal avec. Il y a des trucs, tu peux entendre et tout. Mais il y a des trucs, tu te dis, des fois, j'ai l'impression qu'on cancel des trucs, mais pas pour les bonnes raisons. Parce que des fois, ce serait juste changer le prisme, changer la façon dont on va présenter les choses. Par exemple, cancel des œuvres à l'opéra, ça n'a aucun sens pour moi. Okay. Parce que, oui, il y a des trucs qui ont été écrits il y a très longtemps, par des hommes qui vivaient à une certaine époque. Mais là où tu vas pouvoir dénoncer dans Madame Butterfly les actions d'un homme qui s'est servi d'une femme pendant le colonialisme, enfin pendant c'est pas du colonialisme parce qu'ils n'ont pas vraiment colonisé, mais en gros cet Américain qui s'est servi de cette petite jeune japonaise parce que c'était exotique et qui lui a fait un enfant et qui l'a abandonné, et à la fin elle se suicide parce que elle a perdu l'honneur parce qu'elle pensait qu'il allait revenir, mais en fait il revient, mais il est marié, il arrive avec sa nouvelle femme parce qu'en fait pour lui c'était une amourette de conquête, et elle en fait c'était toute sa vie, et elle perd la face et elle se suicide, et cet enfant reste là, voilà. Là où on va condamner cet acte
de cet homme, on va pouvoir glorifier Fanciulla dell'Ouest, donc la femme de l'Ouest, qui est du même compositeur, qui l'a écrit à la même période et qui, en fait, glorifie la femme forte dans l'Ouest, qui tient sa barque et qui, à la fin, obtient ce qu'elle veut et vit sa vie. Oui, en fait, on peut dire que l'opéra, c'est un petit peu des mises en situation de la vraie vie. Comme le théâtre, comme les films, comme les séries. Oui, principalement tout ce qui touche, entre guillemets, à la culture visuelle et auditive. Et là où c'est assez impressionnant quand on va au théâtre, quand on va voir une comédie musicale, quand on va voir de l'opéra, ça se passe en live. Et il n'y a pas de filtre. Nous, en plus, on a la chance de ne pas avoir de filtre parce qu'on n'est pas amplifié. Oui, il n'y a pas de micro, pas d'enceinte. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'enceinte. Donc en fait, la musique et l'émotion que vous allez recevoir à l'opéra est sans filtre. Et ça fait vibrer, on peut parler de ça. Ah, ça fait vibrer. Moi, je suis persuadée, et c'est marrant, je ne sais pas s'il y a une étude là-dessus, et ça m'intéresserait de savoir s'il y a une étude là-dessus. Quand vous êtes dans un univers comme ici, qui en plus est étudié pour faire résonner le son va faire vibrer l'air autour de vous. Mais donc, ça veut dire que ça fait vibrer l'air autour de vous, mais ça fait vibrer vos cellules aussi. On est résonateur. Oui. Le public, vous êtes résonateur. Nous, on résonne et on projette une résonance vers vous, mais vous résonnez aussi. Vos cellules résonnent, il y a de l'eau dans vos cellules. Et c'est pour ça que le son n'est pas le même quand la salle est pleine ou vide. Et vide, absolument. Il y a une absorption par vous, le public. Et ça fait vibrer vos cellules. Au niveau cellulaire, ça vous fait vibrer. Quand on dit la musique fait vibrer, c'est pas anodin, c'est vrai. Ça fait vibrer. Et là, on vous fait vibrer directement de mon instrument à vous, public. Il y a une vibration directe. De l'orchestre à vous, public, il y a une vibration directe. Et c'est pour ça que la musique acoustique, c'est beau qu'on ait les CD, c'est beau qu'on ait les captations, parce que ça laisse une trace et ça permet aux gens de connaître et ça permet aux gens d'apprendre et de voir et voir plus de choses et tout. Garder une trace des grandes voix et tout. Enfin, c'est vachement bien. Mais rien, absolument rien ne remplacera jamais le live. Oui. Et surtout, comme chez nous, le live amplifié a sa place, parce que ça a aussi une ambiance, ça a une texture, etc. Nous, notre musique aussi non amplifiée est hyper importante et hyper impressionnante. Moi, je dis, il faut montrer aux gens, il faut que les gens viennent voir des concerts, même des trucs en plein air. Il y a plein de trucs qui se font maintenant en plus, qui sont des trucs gratuits, des festivals gratuits d'été et des choses. Et se laisser porter. Oh là là, faut se laisser porter, faut donner sa chance aux choses. Les gens sont persuadés que l'opéra coûte cher. Et il y a des salles iconiques, effectivement, où certaines places sont extrêmement chères. Le prix varie en fonction de la position dans la salle. Mais il y a toujours, tous les opéras, absolument tous les opéras, ont des offres pour les jeunes. Et tous les opéras ont un système de revente de places de dernière minute, etc., etc. Et il suffit de se renseigner et parfois on peut avoir des places absolument extraordinaires pour pas si cher que ça. Et là, il y a une nouvelle chose qui s'est mise en place pour les spectacles. Un peu le Deliveroo du spectacle. Il faudrait retrouver le nom si tu le retrouves. Deliveroo du spectacle. Je vais regarder. Ouais, regarde, parce que moi j'ai vu passer ça sur mon Instagram. Je te retrouverai aussi parce que je l'ai partagé en story, donc je pourrais te l'envoyer. Okay. En gros, pour éviter que les places de spectacle se perdent et que les... Non, c'est pas le Deliveroo, c'est le Too Good To Go. Too Good To Go. Okay. Too Good To Go du spectacle. Pour éviter que les places se perdent, tu peux à la dernière minute aller sur ces sites-là et récupérer des places pas chères pour des spectacles. Ça va être vide. Donc, parce que voilà, sinon ce siège-là sera vide. Et donc on préfère qu'il soit utilisé plutôt qu'il soit vide. Et donc Too Good To Go, c'est vraiment le Too Good To Go du spectacle. Okay. Et j'ai dit, est-ce que ça existe pour l'opéra ? Parce que ça, c'est du génie. Et les gens qui ont créé ça, bénis soient ces gens-là, qui êtes-vous ? Vous êtes des génies, voilà. Et si ça existe pour l'opéra, ce serait extraordinaire. Okay. Le Too Good To Go de l'opéra, à la dernière minute, tu viens, tu peux acheter des places parfois très très bien placées pour pas si cher que ça. Et ce serait extraordinaire. Parce que ça permettrait à des gens qui hésiteraient peut-être encore de dire là, je vais essayer. Passer le pas. Parce que là, concrètement, on est à Lille, dans un très bel opéra. Tu es là depuis 5 semaines. Pour quelle pièce exactement ? La Chauve-souris de Strauss, qui s'appelle Die Fledermaus, en allemand, puisque c'est une opérette viennoise, qu'on donne tout en français, ce qui est très rare. Donc on donne texte parlé et musique chantée tout en français. D'accord. Et donc tu as déjà fait la première là ? On a déjà fait quelques représentations. Quelques représentations et tu termines bientôt là ? On termine, oui, on avait 7 représentations en tout, donc là il nous en reste quelques-unes encore. Ok, et qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cet opéra ? C'est la première fois que tu viens ici ? Je suis déjà venue à l'Opéra de Lille, je reviens. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue, mais ouais, je suis déjà venue et je suis contente de retrouver toutes les équipes, parce que c'est vraiment un très très bel opéra, avec des très très belles équipes. Ah bah super, en tout cas merci. Merci de m'avoir donné un petit peu de ton temps pour cette interview. Avec plaisir. Très content de voir un petit peu ce que ça va donner, ne serait-ce que ce soir ou même demain. Et puis je te dis à une prochaine fois. À très vite. Merci beaucoup.